Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où nous allons enfin aborder une ère riche en histoire qui est l'ère du lion. Donc nous sommes à l'épisode 6. Si jamais vous avez raté les épisodes précédents, je vous invite à aller les écouter puisque vous risquez de ne pas forcément comprendre tout ce qui va être dit dans cet épisode-là. Et si vous les avez déjà regardés, bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'ère du lion. Donc l'ère du lion, elle débute vers moins 10 800. Et elle se caractérise par la porte du subconscient. Donc c'est une ère qui est marquée par le déluge, par potentiellement et mythiquement la chute de l'Atlantide, par le Sphinx et d'autres sites tels que Göbekli Tepe, etc. Donc, comme pour les épisodes précédents, on va d'abord commencer par la symbolique du signe du zodiaque du lion, pour comprendre un petit peu quelles seront ou quelles auraient été les influences de ce signe sur cette ère. Donc le lion, c'est la seule constellation du zodiaque qui est régie par une étoile qui est le soleil. Donc cet astre a donné à l'homme primitif ses principales références qui sont la lumière et la chaleur. Donc placé sous l'influence directe du soleil, c'est un signe purement masculin qui évoque l'influence, l'ambition, l'orgueil, mais aussi la force et la noblesse de la vie. Et c'est assez intéressant parce que ce serait l'avènement des prémices du patriarcat, l'ère du lion. Donc c'est vraiment la période où le culte des femmes a été, entre guillemets, ou du moins a commencé à s'effacer petit à petit pour laisser place à des cultes plutôt axés sur des dieux tels que le dieu soleil Ra, par exemple. Donc le lion est associé à l'élément feu, ce qui rappelle le bélier, mais cette fois le feu exprime une force maîtrisée, moins animale et moins spontanée que le bélier. C'est le feu de la maturité, de la majesté caractérisée par un certain calme. Ça, c'est pour son aspect positif, parce qu'après, le lion, c'est aussi le moi et l'ego. Le lion symbolise la créativité, l'expression de soi, le leadership. Il signifie également le soleil, la vie et la vitalité. Donc l'âge du lion aurait pu être une période marquée par une explosion de la créativité culturelle et de progrès d'organisation sociale, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc dans la mythologie grecque, le lion de Némée est le monstre qu'Hercule doit terrasser et dont il doit ramener la peau. C'est le premier des 12 travaux. Le lion a la peau tellement épaisse qu'il est invulnérable aux flèches, c'est-à-dire que voilà, il a beau lui tirer dessus, ça fait rien. Le lion fonce sur Hercule, mais ce dernier réussit à l'assommer et à l'étouffer de ses mains. Il détache ensuite la peau du lion et la nettoie, donc ça représente l'invincibilité, donc le fait d'avoir eu la peau du lion, au même titre que la toison d'or de Jason par exemple. Donc selon la légende, Zeus fera ensuite du lion de Némée une constellation. Donc le lion de Némée, il symbolise l'ego jusque dans ses racines et il comporte des éléments de résistance. C'est-à-dire que c'est vraiment l'ego difficile à combattre car il est ancré dans le noyau de l'ego. Donc dur de s'en séparer. C'est vraiment la symbolique du subconscient, voire même de l'inconscient. Sur le plan graphique, le symbole du lion évoque la tête du lion de Némée, donc baissée et soumise au moment où Héraclès l'étrangle. Donc c'est un petit peu le moment où Héraclès finalement reprend le dessus sur cet ego. Donc c'est la première porte, plutôt la première étape, puisque ce n'est pas vraiment tuer l'ego, c'est le maîtriser. Voilà, c'est tuer l'ego, c'est pas forcément la bonne chose à faire, puisqu'il fait partie de nous, on ne peut pas le tuer, il ne faut pas le nier, il faut le comprendre et le dompter, un peu à l'image du lion. D'ailleurs, dans la nature, celui qui arrive à dompter un lion, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a une certaine maîtrise, finalement. Et c'est toute là la symbolique du lion, c'est la recherche de la maîtrise de l'ego. Donc le lion, le roi des animaux, il symbolise la puissance souveraine, la force noble qui découle du principe solaire et divin. Donc à ce titre, la crinière du lion forme une sorte de couronne solaire, rappelant que le pouvoir divin part du milieu pour rayonner dans toutes les directions de la même manière que le cœur irrigue tous les organes. Donc ainsi, la lumière triomphante du lion se pose sur tout ce qui l'entoure. Le lion y est au centre, il montre, il insuffle, il impulse. Donc c'est un signe vraiment avec un fort caractère, mais aussi avec des risques de dérive. C'est-à-dire que le lion, par cette puissance et cette grandeur, il peut se sentir un petit peu égocentrique, un petit peu au-dessus. Donc si le lion se place naturellement au centre, le risque est qu'il se prenne pour le centre du monde, entrant alors dans une logique autoritaire
et égoïste. Donc voilà donc le mauvais côté du lion, fermé, colérique, despotique. Macron, un comportement qui traduit la perte de la connexion avec le divin. Donc le lion oublie qu'il ne peut rayonner que parce que le divin rayonne en lui. En conclusion, le signe astrologique du lion évoque une force tranquille, naturellement présente en nous, indéfectible, qui peut et qui doit être mise au service des autres et de notre élévation spirituelle. Alors, l'ère du lion en opposition avec le Verseau, c'est le signe opposé au lion, coïncide avec un réchauffement climatique donc, qui aurait causé le déluge. Cette période aurait vu sombrer l'Atlantide aux alentours de 9500 avant Jésus-Christ. Alors je ne sais pas si l'Atlantide a réellement existé, si jamais vous vous posez la question, je n'ai aucune certitude, nous n'avons aucune preuve, ça pourrait être aussi une explication d'ordre mythique qui servirait à comprendre un plan un petit peu plus métaphysique, mais qui n'aurait pas forcément une existence réelle prouvée. Ou alors qui symboliserait un état de conscience ou un âge d'or dans lequel nous avons pu être. Donc il est possible que l'Atlantide de Platon ait existé, mais je ne vais rien avancer sur ce point-là puisque nous n'avons aucune preuve ni certitude. En tout cas, matérielle. Lorsque le lion est dominant sur le Verseau, par exemple, il peut y avoir des événements qui mettent en évidence la capacité des dirigeants ou des nations à affecter les grands collectifs de manière constructive ou destructrice. Donc l'ère du lion, elle coïncide avec le Mésolithique, dont la fin traduit le passage d'une société nomade de chasseurs-cueilleurs à une économie sédentaire d'agriculteurs et éleveurs. Donc la compréhension archéologique dominante de cette période, elle concerne principalement la révolution néolithique. Donc cette période aurait vu une augmentation significative du développement de la société humaine. Donc les colonies, elles se sont transformées en villages et en petites sociétés. La nécessité de gouverner ces sociétés pourrait correspondre au trait de leadership du lion. Donc certains identifient l'âge du lion comme un âge d'or, peut-être parce que le signe est associé au soleil, mais si les preuves de bouleversement cataclysmique sont correctes, les premiers stades de cet âge n'auraient pas été un moment facile pour être en vie. Donc cette ère, elle voit certainement émerger l'autorité structurante, c'est-à-dire la royauté, l'aristocratie, mais aussi certainement et possiblement l'esclavage. Donc les jeunes dryas, alors je vais peut-être donner la définition d'un dryas, ce serait peut-être plus simple. Donc un dryas, c'est le nom qui est donné par les paléoclimatologues à une série de 3 périodes froides de durée inégale intervenues dans la dernière phase du Pléistocène. Donc le Pléistocène, c'est du coup la première époque géologique qui s'étendrait entre 2000,58 millions d'années et 11 700 avant présent, donc à peu près vers la fin du moins vers le début de l'ère du lion. Donc elle est précédée par le Pliocène qui est suivi par l'Holocène. Donc ce sont les 3 dryas que la Terre aurait connus. Et donc les dryas, c'est donc un dernier refroidissement du climat avant un réchauffement rapide, comme on a pu le voir à la dernière période glaciaire, qui a ouvert la période tempérée qu'on appelle l'Holocène. J'espère que l'explication est assez claire parce que je ne pourrais absolument pas faire mieux. Les jeunes dryas auraient plongé l'hémisphère nord dans un froid profond, mettant un terme aux expériences agricoles et forçant les cultures à s'adapter. Donc vers 9600 avant notre ère, il y a eu des inondations et des élévations soudaines du niveau de la mer dans diverses régions du monde, ce qui a conduit, ou du moins qui aurait conduit à la chute finale de l'Atlantide ou au déluge tel que révélé dans différents mythes et religions. Il y a des théories scientifiques sur le sujet, sinon c'est pas drôle. Donc la théorie scientifique conventionnelle tente d'expliquer ces mythes sur les inondations en faisant référence à l'élévation connue du niveau de l'océan, qui a suivi la fin de la dernière période glaciaire et la fonte des calottes glaciaires entre 14 000 et 11 000 avant Jésus-Christ. Donc bien qu'il soit certainement vrai que les mers ont augmenté jusqu'à 80 voire 200 pieds le long de différentes côtes, l'élévation aurait été un processus très lent, à peine perceptible en une seule vie, et certainement pas une inondation cataclysmique qui a rapidement détruit la civilisation humaine. Pour expliquer les légendes mythiques et les légendes des inondations soudaines massives et dévastatrices, une autre cause que la fin de l'ère glaciaire est nécessaire. Donc les cultures... Donc ça c'est pour la partie scientifique, mais si on imagine que toutes ces explications sont d'ordre métaphysique, alors oui, on peut y trouver
une certaine connotation. Mais effectivement, dans le côté scientifique des choses, il n'y a pas vraiment eu de déluge à proprement parler, comme il peut y en avoir actuellement hein, à Dubaï, par exemple. Hein. Voilà, c'est plutôt des précipitations et la montée des eaux. Mais ça n'a pas été un grand reversement où toutes les espèces ont dû disparaître et où un Noé ou un Ningishida pour les Sumériens, si je dis pas de bêtises, aurait pu voilà, intervenir pour sauver toute l'espèce animale. Plutôt des notions hein, qui sont allégoriques. Donc ensuite, sur le plan un peu plus historique, hein, les cultures de la planète pendant cette période, elles abondent d'adoration de culte du soleil, donc souverain du signe de feu, hein, qui est le lion, presque comme une façon de dire merci d'avoir fait fondre toute cette glace. Les dieux soleil donc abondent à ce moment-là. Donc l'âge du lion, il a duré approximativement hein, de 10 000 à moins 1800, 1740. Pendant ce temps, lorsque l'équinoxe de printemps s'est produit dans le signe du zodiaque du lion, les dieux du soleil étaient vénérés comme une expression du divin masculin, la monarchie était le principal système politique et de puissants dirigeants ont émergé dans le monde entier. Donc l'utilisation de l'or comme monnaie était la norme. L'or et le lion d'ailleurs sont des symboles uniques hein, du signe du lion et de son souverain qui est la planète, enfin qui est le soleil. Donc cette période a été une période d'expression artistique et créative incroyable, mais l'abus de pouvoir, l'adoration aveugle du soi ainsi que l'abus de technologie qui sont des thèmes liés au signe opposé du Verseau ont également caractérisé cette période historique qui a été associée à la chute de civilisations incroyablement avancées, telles que l'Atlantide par exemple. C'est à ce moment donc que l'individualité a commencé à apparaître pour la première fois. Les humains ont progressivement commencé à penser comme des êtres séparés avec des qualités uniques. Donc c'est l'apparition des classes euh, et des systèmes sociaux, qu'on voit d'ailleurs un peu plus tard avec l'Égypte antique par exemple. Le désir de se diriger et d'organiser les structures sociales primitives et d'avoir un pouvoir supérieur sur les autres a amené à l'horizon les premières espèces, prêtres, dirigeants, chamans d'origine humaine. Donc on croit que l'humanité était dirigée par des mentors, créateurs plus avancés, donc à l'image des prêtres, des prêtresses, etc. Mais finalement, si on regarde un petit peu dans les ères précédentes, c'était quand même un petit peu le cas, mais c'était moins présent puisque les rites, les prêtresses servaient surtout à l'abondance des richesses et pas forcément à une organisation de pouvoir ou de structure. Donc toutes ces qualités d'individualité, de supériorité et de leadership sont une caractéristique commune hein, pour les personnes ayant le lion dans leur horoscope de nos jours. On disait que c'était un âge d'or pour l'humanité parce que la conscience de la connexion au divin et des mondes invisibles supérieurs et leurs habitants était encore une réalité vivante pour chaque être humain. Donc ils n'avaient pas peur de la mort, car ils expérimentaient les niveaux multidimensionnels de l'univers. Donc ça, c'est sur le plan métaphysique par rapport à tout ce qui a été donné en termes de mythes. On y croit ou on n'y croit pas. Donc selon l'ingénieur civil Robert Bauval, le sphinx de Gizeh, à corps et peut-être aussi hein, primitivement à tête de lion, aurait été sculpté vers 10 500. Donc il y a beaucoup de questionnements hein, autour de la datation du sphinx. Hein. Certains le datent un petit peu plus tard, vers moins 4000, et beaucoup le datent vers moins 10 000. Donc le sphinx en Égypte représente ce grand âge du lion avec le visage d'un lion regardant le signe opposé, c'est-à-dire le Verseau. Dans cette image donc intemporelle, hein, nous voyons la fusion du lion et du corps humain en un seul, donc la combinaison du lion et du Verseau. Cependant, les Égyptiens eux-mêmes ont peut-être voulu ce symbole. Il n'y a pas d'accord hein, parmi les égyptologues sur ce point. Il est possible que l'intérêt croissant pour cette merveille archéologique au cours des dernières décennies découle directement de sa luminosité, ou plutôt de sa luminosité archétypale en tant qu'emblème de nos potentiels spirituels émergents. Donc je sais que cela va vous surprendre, hein, mais le sphinx déverrouille en fait le mystère du zodiaque. Il est fascinant de noter par exemple que dans le temple d'Esnay en Égypte, il y a une grande peinture du ciel dans le portique au plafond qui montre toute l'image du zodiaque avec toutes ses constellations, et entre les figures de la Vierge et du lion, il y a la figure du sphinx avec la tête d'une femme et le corps d'un lion. Donc le visage de la femme regarde la Vierge et la queue du lion pointe vers le lion. Donc ça nous dit hein, que nous commençons par la Vierge et que nous finissons par le lion. On pourrait y voir là hein, l'émanation du principe de vie hein, avec le principe féminin
et l'émanation du principe de mort, peut-être avec le principe masculin qui, lui, va éteindre les choses, tandis que la femme va faire naître les choses. Mais les deux vont ensemble, puisqu'on est dans cette représentation cyclique du nouveau et du renouveau, et de la mort-renaissance. On a beaucoup parlé de Göbekli Tepe, donc il y a beaucoup de choses qui ont été répertoriées qui caractérisaient les âges précédents, mais en réalité Göbekli Tepe est un site qui date de cette ère du Lion, puisqu'il a été érigé vers 9600 avant Jésus-Christ. Donc à cette époque-là, il y a beaucoup de temples du soleil et de cultes qui abondent, tels qu'en Asie, en passant par la civilisation égyptienne jusqu'aux Mayas, les Aztèques, la Mésoamérique, les Incas, etc. Donc ainsi, le soleil était devenu un symbole très approprié pour que les chefs d'État et les élites maintiennent leur pouvoir, a déclaré par exemple Emma Carieni. Donc Emma Carieni qui est donc professeur agréé en philosophie, qui donc nous indique que les temples solaires ont été vraiment très abondants à cette époque-là. Et que du coup, par les cultes du soleil, les pouvoirs élitistes et militaires ont voulu légitimer leur pouvoir par le culte solaire. Donc les cultes solaires, on a beaucoup de noms de dieux. Il s'appelle Ra en Égypte, Surya en Inde, Inti chez les Incas, Amaterasu qui est une femme pour le coup au Japon, Solé dans les régions baltes, Sol chez les Scandinaves, que ces atouts soient masculins ou féminins, l'astre du jour a été divinisé sur toutes les latitudes. Donc le pharaon Akhénaton, par exemple, a créé la première religion monothéiste que nous connaissons, avec le culte d'Aton. Donc il a transformé ce dieu local en un dieu suprême, donc la manière idéale de se représenter son autorité de roi. Parce que comme je l'avais expliqué, dans chaque ville, il y avait une divinité qui représentait un ancien âge ou un archétype qui était vénéré. Mais il n'était pas vraiment polythéiste en fait, c'était plutôt des principes actifs de la nature qui étaient représentés et vénérés en ce sens. Donc le prochain âge du lion, il viendra certainement dans 12 000 ans. D'ici là, on a le temps, on aura, je pense, maîtrisé la multidimensionnalité de la réalité, mais aussi, surtout, l'ego. Et nous aurons certainement ajouté d'autres qualités, telles que celles d'il y a 12 000 ans, si on s'en tient au récit de l'Atlantide. Donc à l'époque, on ne pouvait pas forcément penser clairement par nous-mêmes en tant qu'individus. Le raisonnement et les capacités des logiques des humains étaient rudimentaires à l'époque. Donc en effet, je pourrais représenter et évoquer chaque culte du soleil qui a pu naître à cette époque, mais je pense que ça ferait des épisodes beaucoup trop longs, et puis ça a déjà été fait sur YouTube, donc c'est pas forcément nécessaire de le faire. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet-là, notamment encore une fois sur la chaîne Arcana les Mystères du Monde, que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est très intéressant la manière dont il aborde les choses et la manière dont il structure ses vidéos. Et j'aime bien le regarder parler avec ses mains aussi, c'est drôle. Donc voilà, je pense que que ces vidéos sont très instructives et qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait 40 000 vidéos sur le sujet, puisque l'idée c'est vraiment de vous faire des podcasts condensés que vous pouvez écouter assez rapidement avec des notes qui évoquent justement l'émanation de ces différentes aires zodiacales, et si effectivement on peut y relever des faits dans l'histoire qui peuvent être associés aux signes et aux caractéristiques du signe de ces différentes ères-là. Donc c'était tout du coup pour l'ère du lion. Comme d'habitude, on s'abonne, on active la cloche de notification, on commente, etc. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode.